Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le Mag sur School TV. Et on est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, gros plan sur l'orientation scolaire. À l'heure du numérique, l'orientation scolaire en France peut mieux faire, mais en progrès. Le nouveau bac souhaite faire absolument la part belle à l'orientation. Petit état des lieux dans un instant avec Irina Capron. Irina qui nous sortira sa loupe. Les nouveaux médias au secours de l'orientation scolaire, site internet, applications, vidéos et autres podcasts sont-ils amenés à remplacer les conseillers en orientation et autres salons, ou est-ce tout simplement une offre complémentaire? Là aussi, on se posera la question. Et puis enfin, s'orienter dans un monde incertain, comment déterminer quel est son job de rêve et comment se préparer au mieux aux emplois du futur. Quelles sont les tendances? Vous le verrez également dans un instant. On est comme chaque semaine avec Samantha Briand. Bonjour Samantha, tout va bien? Tout va bien. Vous êtes, je rappelle, coach en orientation chez Potentiel Jeune. Yoko Trigalo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et fondatrice du podcast Quand je serai grand. Perrine Corvézier est également avec nous en ligne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice du podcast Azimut. On écoutera justement un extrait dans un instant. Et Julie Desbenoît, vous êtes youtubeuse sur la chaîne Orientation Tips. Là aussi, on vous posera toutes les questions. Ce sera dans un instant, juste après le loop. C'est avec Irina. Salut Irina. Salut Patrice, salut à toutes. Bonjour. Alors, il n'est jamais trop tard pour parler orientation. Si la plupart se posent la question après le bac, il y a certains jeunes qui y pensent bien plus tôt. Exactement, c'est une étape importante dans la vie de l'enfant. Trouver sa voie, celle qui lui correspond. Choisir son orientation, c'est le stress pour plus de 5 millions de Français par an. Et selon une étude Senesco, un jeune sur deux estime ne pas avoir été bien orienté par son établissement dans le choix de son orientation. Quand on est ado, comment on fait pour bien choisir son métier, Irina? Alors Allez, souvent, les conseils que l'on donne aux jeunes pour bien choisir son orientation sont communiquer avec ses proches, participer à des salons ou des journées portes ouvertes, s'informer sur des sites d'information sur l'orientation ou encore parler à un conseiller. On peut dire qu'on est un peu en retard sur le plan de l'orientation en France ou pas du tout? Ah bien, oui, on est même beaucoup en retard. Je vous l'ai dit juste avant, selon l'étude Senesco. Ça, Samantha, juste à côté de vous. On commençait pas à être comme ça de mauvaise foi. Mais c'est un petit peu la réalité. Un jeune sur deux estime donc ne pas avoir été bien accompagné par son établissement. Toujours selon cette même étude, un jeune sur 5 affirme ne pas avoir eu le choix de son orientation. 60% des 18-25 ans estiment avoir besoin de mieux se connaître et de comprendre leurs envies. Pour eux, le système scolaire ne répond pas à leurs attentes. Elle se limite souvent à des présentations, des filières classiques. Et donc, la France est en retard. Par exemple, en Finlande, l'orientation est intégrée dans l'enseignement dès l'école primaire. Au collège, les élèves bénéficient de 2 heures par semaine dédiées à l'orientation avec un enseignant spécialisé qui s'occupe de visites d'entreprise, des films sur les métiers ou encore d'entretiens individuels avec les parents et l'élève pour connaître, pour connaître ses centres d'intérêt. Alors, il y a du retard, on l'a compris, ma chère Irina. Mais il y a aussi des entreprises et des médias en France, justement, qui tentent de faire avancer les choses. Et oui, à l'heure du numérique, les téléphones portables, les ordis ou encore les tablettes sont omniprésents dans la vie d'un adolescent. Il y a donc de nouveaux moyens pour essayer de répondre à cette fameuse question « Comment bien choisir mon orientation ?» Alors, plusieurs startups se sont adaptées et ont créé des plateformes comme, par exemple, Hello Charlie, destiné aux 14-24 ans. Eh bien, Hello Charlie propose des chatbots gratuits. Alors, un chatbot, c'est un logiciel d'échange, de dialogue. Le jeune va passer par une phase d'échange avec son coach virtuel, nommé Charlie, afin de définir son profil et son projet. Il aura ensuite accès à un tableau de bord personnalisé dans lequel il pourra consulter des fiches métiers ou des précisions sur certaines spécialités. La start-up MyFuture a créé la plateforme Stage Découverte. Alors, les jeunes de 14 à 24 ans peuvent demander un ou plusieurs mini-stages de 1 à 5 jours pour découvrir la réalité des métiers. Et il y a également la plateforme très connue Studio Advisor. Sur ce site, les jeunes, selon leur profil et leurs envies, matchent avec des étudiants ou des professionnels. Ils peuvent ainsi répondre à toutes les questions sur leur parcours et leurs ressentis. En plus de ces plateformes, il y a aujourd'hui des chaînes YouTube ou encore des podcasts pour répondre à cette fameuse question « Comment bien choisir mon orientation ?» Et l'autre bonne nouvelle, vous savez quoi? Non. C'est qu'on en parle tout de suite. Bah oui. C'est parti, l'expression orale. Expression orale donc avec Samantha Briand, avec Yoko Trigalo, fondatrice du podcast Quand je serai grand, avec Perrine Corvézier, fondatrice du podcast Azimut, et Julie Desbenoît, youtubeuse sur la chaîne Orientation Tips. On va d'ailleurs tout de suite regarder un extrait d'Orientation Tips sur les réseaux.
Un process de recrutement qui a duré donc environ 15 jours et qui était pour un poste de chargé marketing en CDI dans une entreprise de moins de 50 personnes. Alors concrètement, la timeline de ce recrutement, c'était quoi? Donc j'ai candidaté sur Indeed donc le 21 octobre. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de la RH qui me proposait de planifier un entretien physique. 5 jours après cet appel, donc avait lieu l'entretien avec les 2 gérants. Donc là, l'entretien s'était moyennement bien passé pour moi parce que j'avais un profil en fait assez junior. Je sortais des études et j'avais senti que les 2 gérants avaient un peu une crainte par rapport à ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email de remerciement dans la foulée de l'entretien, mais c'était plus qu'un email de remerciement, c'était vraiment un email avec des actions un peu précises sur si je prenais le poste, concrètement, qu'est-ce que je ferais. Et ça a permis, je pense, de les rassurer en fait sur ma capacité à être opérationnelle rapidement et à comprendre en fait leurs attentes, même si j'étais junior. Donc vraiment, si c'est votre cas, en fait, vous êtes junior, vous n'avez pas vraiment d'expérience, je pense que l'email de remerciement concret peut vraiment faire la différence puisque c'est ce qui s'est passé pour moi. Et on retrouve justement Julie Desbenoît. Comment est née Orientation Tips? Alors, en fait, j'ai créé la chaîne en 2016 lorsque j'étais en période de recherche d'études, recherche d'emploi. Du coup, j'avais un peu de temps et en fait, la chaîne YouTube, c'était une idée qui me trottait dans la tête. Donc, comme j'avais du temps et de l'envie, c'est parti de ce moment-là. Mais Julie, dites-nous, aider son prochain justement à s'orienter, ça ne vient pas comme ça vous est venu d'où? En fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'orienter. J'ai connu un peu des déboires avec Admission Post-Bac, donc l'ancêtre de Parcoursup. Et c'est vrai qu'en arrivant dans ma première année de BTS, je m'étais dit, j'étais assez surprise, c'était pas vraiment ce que j'attendais. Donc, je me suis dit, comment c'est possible alors que chaque année, il y a des milliers d'étudiants, de lycéens qui s'orientent. Comment c'est possible que ce soit encore aussi galère? Du coup, je m'étais dit, à ma petite échelle, j'aimerais bien contribuer à améliorer ce process-là. Et donc voilà. Et alors du coup, vous vous considérez comme une conseillère d'orientation, comme une coach? Pas vraiment, je suis pas psychologue, conseillère d'orientation. Moi, mon objectif, c'est plus de donner de raconter mon expérience, d'essayer de donner des bases, parce que je pense que l'orientation, c'est se projeter sur un métier, mais c'est aussi tout un vocabulaire, comprendre les études supérieures. Et moi, mon rôle, c'est un peu ça, c'est d'essayer de donner tout ce que moi, j'ai pas eu et d'essayer de le transmettre aujourd'hui avec YouTube. Quelle place tient l'interactivité dans vos vidéos? Vous décidez quand de faire une vidéo, quand vous avez, 10, 15, 20 questions sur un même thème? Non, c'est plus moi qui décide un peu des contenus que j'ai envie de faire en fonction des difficultés ou oui, effectivement, des questions que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Mais généralement, les questions, elles sont assez connues sur l'orientation. Les difficultés de se projeter sur un métier, de contacter des professionnels, c'est toujours un peu les mêmes choses, je trouve. Donc, c'est plus comme ça que je choisis les thèmes des vidéos. Il y a les vidéos YouTube, il y a également pas mal de podcasts, on en parle, avec notamment cet extrait de Quand je serai grand, c'est signé Yoko Trigalo. Je suis resté 4 ans animateur à Nantes, ça s'est très bien passé, les audiences étaient bonnes, et donc du coup, j'ai eu une promotion, et je suis de retour à Paris, cette fois-ci en animateur national sur Fun Radio, entre midi et 16h, j'ai donc 4 heures d'émission, du lundi au vendredi, chaque jour. Et du coup, c'est pour savoir, ton émission de midi à 16h, donc vous êtes plusieurs, je suppose. T'es avec combien de personnes t'es tout seul pour la présenter? Je suis seul. Je suis seul au monde en studio. Enfin seul, il y a comme les auditeurs qui m'écoutent, donc je me sens un petit peu moins seul. Quand les gens rentrent en pause déjeuner entre midi et 14h, ils ont envie d'écouter principalement de la musique. Quand ils reprennent le travail de 14h à 16h, ils n'ont pas envie d'entendre du blabla pendant 10 ans. Donc nous, on motive les gens au travail avec de la musique. Voilà pour cet extrait avec un lycéen, je crois, qui est en train d'interviewer un célèbre animateur à radio. C'est quoi le concept Quand je serai grand? Le concept, c'est tout simplement de permettre à des adolescents entre 13 et 18 ans de poser leurs questions à des professionnels. En fait, l'intérêt que ce soit eux... Pas besoin d'attendre le stage de 3e ou je ne sais quoi. Oui, voilà, en fait, le but, c'est que vraiment, s'ils ont des questions qui se posent sur, que ce soit la vie active en général ou sur un métier en particulier, ils puissent avoir un échange naturel. On parle beaucoup à la place des jeunes, là, on est en train de le faire, même si c'est super parce que c'est pour les aider, mais on parle beaucoup à leur place. Et mon but, c'était que ce soit eux qui s'approprient leur orientation et tout ça, et que les préoccupations qu'ils ont à l'âge adolescent ne sont pas les mêmes qu'on a quand on est adulte et qu'on connaît déjà un petit peu ce que c'est de travailler dans un milieu professionnel. Donc voilà, ils ont Pourquoi les rênes. Format avec le podcast, parce que je sais que vous êtes journaliste, vous auriez très bien pu faire une interview classique. Pourquoi aujourd'hui
Le format du podcast. Alors moi je suis journaliste en radio, donc déjà le son me parle, la voix je trouve que c'est intéressant, ça fait passer plein d'émotions, on se projette différemment qu'avec une image, et donc j'étais naturellement attirée vers ce format-là. Et puis aujourd'hui quand même la jeunesse est ultra connectée, donc même s'ils sont peut-être plus en ce moment sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Snap ou tout ce qu'on veut, TikTok, ça va venir sur les podcasts, donc c'est peut-être que je m'y prends un petit peu tôt. Je sais que c'est pas la cible particulière des podcasts, les adolescents, mais c'est quand même un espace d'expression qui est intéressant, je trouve. Comment réagissent les professionnels? Est-ce qu'ils sont parfois surpris, voire même déboussolés par quelques questions? Non, je me rappelle d'un échange, d'un épisode sur le métier d'avocat pénaliste où l'avocat avait 15 ans d'expérience du métier, et donc il lui dit, et en fait l'adolescente a eu une réaction hyper naturelle de oh, 15 ans, ah ouais, quand même. Et donc après, il y a eu une petite blague de lui qui dit bon, quand même, je suis pas si vieux que ça. Bon, voilà, donc et j'ai trouvé que c'était très naturel et il y a eu une vraie discussion entre eux, c'était fluide. Donc non, ils sont pas surpris. Je pense que la plupart du temps, ils sont contents de pouvoir transmettre ce qu'ils font au quotidien et de pouvoir avec un échange très direct, mais bienveillant. Comment vous castez les interviewés et les intervieweurs, justement? C'est la partie la plus compliquée parce que je les disais justement, le format podcast n'est peut-être pas celui où les jeunes sont le plus intéressés pour le moment. Donc, et puis quand on est adolescent, on peut être un peu timide ou un peu feignant même aussi. Donc tout ça combiné fait que c'est le plus compliqué. Donc j'essaye de contacter des lycées. Ça peut être également dans mon entourage plus ou moins proche, des enfants, des cousins, etc., des amis. Puis une fois que j'ai des participants jeunes, je leur demande aussi dans leurs amis s'ils ont des intéressés. Et puis pour les professionnels, comme j'ai fait plusieurs métiers et que je connais pas mal de gens qui font des choses différentes, c'est assez simple. Et puis quand on est journaliste, je crois qu'on croise aussi pas mal de gens. Donc voilà, c'est ça. On a un et réseau quand c'est des métiers vraiment particuliers, je contacte quelqu'un qui me semble incarner au mieux ce métier-là. Vous avez déjà des retours d'expérience? Ça a suscité des vocations? Alors pour les jeunes, j'ai des retours d'expérience, je fais ça régulièrement, je leur demande un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Alors la plupart du temps, ils sont encore adolescents, donc vraiment lycéens, ils n'ont pas encore commencé leurs études, mais simplement ils confirment que c'est un format qui leur a permis d'avoir une discussion qu'ils n'auraient pas eu dans d'autres cas, parce que même sur un salon, en fait, on a quelques minutes, on échange, on pose quelques questions, mais là, il y a une vraie discussion qui se fait pendant à peu près une demi-heure. Donc, ils connaissent vraiment le parcours personnel de la personne. Donc, j'ai des retours positifs dans le sens où ils me disent merci, j'ai eu des réponses à mes questions et ça m'a donné plus ou moins envie d'aller dans cette voie. Irina Capron, attention, celle qui pose des questions un peu piquantes. Non, c'est pas vrai. Justement, est-ce que vous encadrez les élèves par rapport à cette interview? Vous leur donnez des petites pistes comme questions, ou ils sont vraiment totalement libres dans leur choix des questions pendant cette discussion avec le professionnel? Comme je les contacte auparavant, je leur explique un petit peu le principe. Donc je leur dis qu'il faut que ça reste quelque chose qui soit compréhensible de tous, parce que peut-être eux sont passionnés par ce métier en particulier. Par exemple, le métier de mangaka, dessiner des mangas. Quand on s'y connaît, il y a des termes qu'on peut connaître et que le grand public ou d'autres auditeurs ne connaîtraient pas. Donc je leur demande simplement d'avoir bien en tête de poser des questions assez larges, de poser également leurs propres questions qui peuvent être très pointues, mais sinon vraiment de pouvoir poser toutes les questions. Et moi, je suis là pendant l'interview, donc si vraiment j'ai l'impression qu'il manque une question ou que quelque chose manque de précision, j'interviens. Et c'est coupé au montage. Samantha. Oui, une petite question. Est-ce que vous pouvez trouver du coup tout type de professionnel? Un jeune vient et avec une envie d'un métier, de découvrir un métier. C'est vous qui allez chercher? Oui. D'accord. Alors, parfois, ça peut être dans mon entourage, mais d'autres fois, comme par exemple le métier de confiseur qui est à venir bientôt, là, j'en ai pas dans mon entourage, donc en fait, je cherche sur les réseaux. Je crois qu'on l'a en stock. On s'en parle à la fin. On est également avec Perrine Corvézier, qui est fondatrice du podcast Azimut, et on écoute son plus tardien extrait. Dans cet épisode, nous allons vous décrire ce qu'est le BTS. Le BTS, ou le brevet technicien supérieur, est un diplôme national qui s'obtient en 2 ans via un établissement privé ou public avec parfois une possibilité d'alternance. Il existe 119 spécialités, vous avez donc un large choix et rassurez-vous, je ne vais pas vous les lister ici. C'est une filière très sélective et très exigeante en qualité et en heures de travail. Les classes ont des petits effectifs, ce qui permet une qualité d'encadrement. Cette formation nécessite beaucoup de rigueur et de motivation de la part de l'étudiant. L'accès se fait via Parcoursup avec un examen de dossier et un entretien de motivation dans certains cas. Les bacs technologiques ont un accès prioritaire. Voilà, extrait de ce podcast Azimut sur les BTS, on l'a bien compris. Perrine, c'est un podcast pour les élèves, mais aussi pour les parents d'élèves?
Exactement. En fait, c'est un podcast où les deux publics, les deux types d'auditeurs se retrouvent. Et on a même des témoignages de familles qui écoutent ensemble un épisode pour ensuite en discuter, parce que vous avez compris que c'est très simplifié, c'est très clair pour eux. Et donc ensuite, ça permet aux parents et aux enfants d'en discuter ensemble. Comment est né Azimut ? Alors, c'est né d'une histoire personnelle. C'est né de l'histoire avec ma fille Charlotte, qui, arrivée en première, se retrouve dans une voie où son métier de rêve n'est plus possible. Il a fallu recommencer à zéro. Et là, je me suis retrouvée donc, avec ma fille aînée devant la jungle, en tous les cas, de ce qui pouvait se passer, les acronymes où je n'y comprenais rien. Et puis, ayant fait des podcasts et écoutant beaucoup de podcasts à la maison, je me suis retournée vers Charlotte et je lui ai dit si on faisait le podcast dont on aurait rêvé. Et on l'a fait. Voilà, c'est Azimut. Ça a commencé donc, il y a un peu moins d'un an dans l'idée et c'est sorti en octobre. Je crois que Charlotte voulait devenir vétérinaire. D'ailleurs, j'espère qu'elle va le devenir si elle souhaite toujours le faire. Elle avait choisi les mauvaises options, c'est ça ? Alors, elle voulait devenir vétérinaire, mais elle avait peur du sang. Donc, de toute façon, on n'était pas hyper serein sur le choix. D'accord. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée en STMG, qui n'a absolument rien à voir avec, et par choix, mais rien à voir avec vétérinaire. L'année prochaine, je pense qu'elle sera dans une école de commerce, Charlotte. Alors, il y a une multitude d'informations, on le sait, il y a une multitude de salons en ce moment, ça on ne peut pas le négliger en France, mais il y a l'accès à l'information, mais elle n'est pas simple, c'est ça votre but avec vos podcasts, et je vous pose la question à tous en même temps, bien évidemment, c'est de vulgariser. Exactement, vous avez vu le BTS, j'ai décrit ce que c'était qu'un BTS, on y va très simplement, très doucement, et en fait, chaque épisode répond à une toute petite question. Et si on est intéressé, par exemple, sur les BTS, on peut creuser et on a d'autres informations plus précises sur les BTS. Et puis, on a aussi d'autres ouvertures, évidemment, sur plein d'autres sujets. La même question qu'à Yoko Trigalo. Pourquoi le format du podcast ? Parce que le format audio est multigénérationnel. En fait, on se rend compte vraiment que les parents et les enfants peuvent écouter. Il n'y a pas cette barrière potentielle de l'image qui peut cliver, en fait, qui peut dire aux parents « Ah là là, mais je vois pas du tout, je ne te vois pas du tout dans ce métier-là parce que tu as vu comment elle s'exprime, comment elle est habillée, etc. » Voilà, l'audio, c'est neutre, en fait. C'est consommable à tout moment. Les familles l'écoutent en faisant la cuisine, en marchant. Voilà, il y a plein de formats plein de situations très variées dans lesquelles le podcast est écouté. Et alors, est-ce que vous avez des retours d'expérience ? Quelles sont peut-être les questions qui reviennent le plus souvent, justement ? Alors, on a un comité de parents et un comité d'élèves qui nous accompagnent sur le projet. Et en fait, on est un jeune podcast, on a moins d'un an. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de faire tous les fondamentaux comme sujet. Donc, bientôt va venir les études d'architecte parce que dans notre comité d'élèves, on a des élèves qui s'intéressent, qui se questionnent en fait sur cette voie-là, sur ce parcours-là. Et donc, nous, on missionne des conseillers d'orientation dont c'est la spécialité et l'expertise. Ce que vous m'avez entendu lire, en fait, ça vient d'un conseiller d'orientation qui est cité dans l'épisode parce qu'il sait très bien de quoi il parle en fait. Moi je ne suis que la voix de l'épisode, je ne suis pas du tout l'experte de l'orientation. Julie de Benoît, vous êtes youtubeuse, je le rappelle, vous avez hésité justement. Pour vous, c'était tout de suite la vidéo, c'était pour vous votre meilleur moyen d'expression ou vous avez hésité avec d'autres formats comme pourquoi pas le podcast ? C'est vrai que du coup, ça remonte à 2016, donc il y en avait un peu moins de podcasts. Donc c'est vrai que non, moi j'ai été plutôt sur la vidéo parce que dans mes précédentes expériences, j'avais pu monter certaines vidéos et j'avais envie de tester ça. Enfin, vu que j'étais en recherche d'emploi, je passais un peu de temps sur YouTube et je me disais, il y a un peu du contenu pour tout et pourquoi pas sur l'orientation. Donc voilà. Vous êtes devenue une influenceuse de l'orientation ou pas ? Je peux le dire comme ça ? Non, j'ai pas beaucoup non plus, j'ai pas une énorme communauté, donc pour être influenceur, il faut une très grosse communauté. Donc moi, non, je me considère pas comme influenceuse. Attendez, il y a quand même 4000 abonnés, c'est déjà pas mal quand même, depuis 2016 en tout cas, sur l'orientation si je puis dire. Non ? Oui, et après, est-ce que vous discutez justement avec Yoko par exemple ou Perrine alors il y a les salons bien sûr sur l'orientation, mais est-ce qu'il y aura peut-être pourquoi pas bientôt un salon justement de ces influenceurs de l'orientation ? Je ne sais pas. Vous discutez entre vous ? Et pourquoi pas. Avec Yoko, on s'était déjà rencontrés via Instagram. Donc, puis on avait réalisé. Yoko m'avait invité sur un podcast, donc on se connaissait déjà. Mais c'est vrai que du coup, ça permet de rencontrer plein de gens qui se posent les mêmes questions, qui s'intéressent au même sujet, d'être sur les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt chouette. Et après, pourquoi pas un jour, un salon en vrai, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup derrière nos écrans. Donc
pourquoi pas. Yoko, il commence à avoir des passerelles justement entre les différentes personnes qui travaillent dans le Oui, digital. ça permet de mutualiser nos connaissances. Parfois, ça permet aussi de se soutenir et de se motiver, parce que comme ce sont des médias un peu alternatifs, forcément, parfois, on a un petit peu besoin de soutien. Et c'est chronophage? Oui, bien sûr. Ouais, comme toute passion. Oui, c'est chercher les invités, après c'est faire le montage, assurer toute la com. En fait, on fait 10 métiers, je pense, en un seul. Moi, je suis aidée de Margot Gloaguin qui, elle, m'aide sur toute la partie montage, mixage, sonore, etc. Mais sinon, je fais tout le reste. Donc, c'est vrai que comme c'est quelque chose qui est à côté de mes autres travails, ça prend du temps. Mais oui, on avait fait un podcast avec Julie et avec Arnaud également de Tu feras quoi plus tard, qui est un autre podcast sur l'orientation. Et voilà, on partage comme ça nos connaissances. Et puis Julie intervient également sur mon compte Instagram une fois par mois pour donner ses quelques tips sur un sujet en particulier. Samantha, toute cette offre sur le numérique, ça vient en complément ou c'est amené à peut-être à remplacer l'offre classique, si je puis dire? Alors moi, je trouve que c'est un super complément. Moi, j'adore entendre. Là, je découvre tous les jours. J'ai découvert, c'est vrai, ce que fait Julie. Je l'ai partagé d'ailleurs hier à une de mes jeunes que j'accompagne sur des petits tips sur comment décoder l'enseignement supérieur, parce que là aussi, il y a plein de thématiques qui sont compliquées. Maintenant, je trouve toutes ces offres, je me questionne à comment vous faire connaître. C'est difficile. Je trouve super aussi, là, ce partage avec mise en relation avec des professionnels, parce que ça aussi, ça manque cruellement. Ça arrive beaucoup trop tard. C'est vrai que ça arrive, moi, j'enseigne dans le supérieur aussi, en tant que spécialiste de l'orientation. Et là, curieusement, l'orientation est un sujet. Les étudiants sont très surpris, parce que là, c'est au programme. Eh oui. Et alors, ils me demandent souvent, et pourquoi on n'a pas eu tout ça avant ? Moi, ce que je trouve très curieux, je reviens sur ça, c'est que moi, quand j'étais au lycée, donc il y a une dizaine d'années, il y avait une conseillère d'orientation qui, dans mon souvenir, était complètement inutile. Et en fait... je confirme, moi je l'avais vu une fois. Non, mais j'aurais adoré que ce soit quelque chose de super. Moi, j'avais pas de problème d'orientation particulier, mais je sais que dans mon entourage, il y en a eu. Et combien de réorientations il y a eu et là, quand j'avais une jeune dans un épisode qui me dit, mais moi, en fait, j'ai pas de conseillère d'orientation, ça s'appelle psychologue maintenant. Il y en a pas en fait dans mon lycée. On doit aller dans un cabinet en ville. Mais il y en a un. Je rappelle à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un seul. On va pas toujours, c'est vrai, leur casser du sucre sur le dos, mais ils sont un pour 1500 élèves. Bien sûr. Donc ils ne peuvent pas faire le job. Et c'est là où ça devient compliqué. Ce qui est difficile, c'est que les établissements, les collèges, lycées continuent de fermer la porte à toute proposition extérieure d'aide et souvent se préoccupent de l'orientation quand ça devient un échec scolaire, en fait. C'est uniquement là qu'en fait que... Bon, ça devient urgent, quoi. Voilà. Et c'est dommage. Il faut se décider demain où il est en échec. Oui, c'est vrai que si dans les indicateurs de réussite des lycées, il n'y avait pas que la réussite du bac, le taux au bac, ça changerait les choses. Perrine Corvézier, vous avez l'impression que vous faites une mission de service public aujourd'hui ? Exactement, en fait, c'est le mot que j'utilise dernièrement. Je me rends compte que, en fait, le bouche à oreille, l'accueil du podcast a été phénoménal. Et je me rends compte, c'est parce qu'en fait, on remplit peut-être une vacuité d'informations, peut-être basique au début, qui permet ensuite d'aller plus loin, alors avec son conseiller d'orientation à l'école, avec ses parents, en appelant, en regardant la chaîne YouTube, etc. Donc en fait, c'est presque effectivement un service d'utilité publique. L'info en plus sans plus tarder, c'est avec Irina. Irina, on l'a un petit peu évoqué, les réseaux sociaux peuvent également devenir un véritable moyen pour s'orienter. Et oui, les réseaux sociaux permettent aux jeunes de s'orienter en se mettant en contact avec des étudiants ou des professionnels sur les formations ou les métiers qui les intéressent. Par exemple, sur Facebook, il existe un groupe public appelé Entraide Orientation Post-Bac. De nombreuses personnes écrivent leur métier et leur parcours sur le groupe et les élèves ou les parents peuvent alors poser toutes les questions en commentaire à la personne. Ou alors, il y a aussi les adolescents qui peuvent faire également des recherches directement via les comptes des entreprises. La SNCF diffuse régulièrement sur TikTok des petites vidéos concernant les métiers pour lesquels elle recrute. C'est aussi important de savoir ça. Julie Desbenoît, youtubeuse sur la chaîne Orientation Tips, est-ce que vous conseillez justement vos followers, vos abonnés sur comment trouver le métier de ses rêves? Vous avez des questions par rapport à ça ou pas du tout? Non, c'est pas forcément sur le métier, c'est vraiment, les questions que j'ai, c'est beaucoup sur est-ce que je peux aller dans telle formation si j'ai pris telle option, est-ce que si j'ai fait telle formation à l'université, je peux ensuite faire ce métier, faire cette formation-là. Il y a beaucoup de questions sur les passerelles, sur sur la valeur des diplômes. J'ai beaucoup ces questions-là, mais pas forcément sur la projection directement sur le métier.
Voilà. Et avec le nouveau bac, il y a encore plus de questions ou Oui. ça c'est simple. D'accord. Ouais. Bon. Oui, il y a encore On en plus reste de là. questions. On en reste là. Yoko, c'est la même chose. Bah oui, moi Ouais. j'ai l'impression d'être perdue. C'est pour ça, je rejoins ce que disait tout à l'heure Perrine, c'est qu'en fait moi je suis pas du tout une experte de l'orientation. Mon but c'est simplement de mettre en relation deux mondes, le monde encore scolaire de l'adolescence et le monde professionnel qui a envie de transmettre et d'aider. Perrine Corvézier, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez fait un podcast justement sur comment trouver le métier de ses rêves? Alors non, c'est pas un sujet en tant que tel, mais on a toute une rubrique sur comment est-ce qu'on trouve ses talents, en quoi la motivation est importante pour trouver un métier. Toute la partie connaissance de soi est vraiment importante. On va même jusqu'à comment gérer le stress lié à l'orientation par la sophrologie et des techniques de respiration. Super. Voilà, donc ça c'est une première partie de la réponse. L'autre partie, c'est que nos vidéos, n'importe quoi, nos audios de témoignages sur les premières années d'études sont très très écoutés. Et on sait qu'ils sont très écoutés par les jeunes qui sont très curieux de voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière qui est le baccalauréat. Vous nous avez fait un petit lapsus, vous allez bientôt nous créer, je sens, des petites vidéos, sauf que vous ne voulez pas nous le dire. Vous avez compris. Par contre, on va surtout faire des podcasts qui présentent des bonnes chaînes YouTube, je crois. Bon, Samantha, est-ce qu'au final, on apprend aux collégiens, et bien évidemment c'est urgent aux lycéens, à se poser les bonnes questions pour savoir comment s'orienter et surtout comment embrasser son métier passion, quoi. C'est ce qui manque le plus. Et tout à l'heure, Irina parlait de la Finlande qui, dès l'élémentaire, fait ça. Et ça, c'est ce qui on manque ne peut pas faire essentiellement. passer un petit questionnaire avec des questions basiques, des questions simples, avec des réponses qui sont, j'en conviens, hein, ô combien compliquées, pour mieux se connaître. Non ? Ça serait très très bien, mais on pousse nous beaucoup à ça de l'extérieur. Et malheureusement, les parents aujourd'hui doivent venir en l'extérieur, quoi, à faire appel, tant que c'est collège et lycée, justement, à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, rien n'est mis en place. Très très peu d'établissements font ça. C'est malheureux parce que tout part de là. Yoko, quel axe de progrès justement pour l'orientation, pas sur le numérique, mais à l'école ? Moi, je partage ce que vous venez de dire. En fait, c'est que je pense qu'il faut essayer d'aider les jeunes à comprendre ce qui les anime et aussi les rassurer sur le fait qu'on n'est pas obligé de faire le même métier toute notre vie et que ça peut évoluer, en fait, aussi nos envies. Les podcasts venir sur la reconversion bientôt, là. Non, il y en a des très bien qui sont déjà faits. Moi, j'ai vraiment simplement envie que ce soit pour les ados vraiment sur les métiers, pas forcément de reconversion, mais la plupart du temps, dans un parcours, il y a souvent une évolution. Donc voilà, mais d'essayer d'aider les jeunes à comprendre ce en quoi ils sont doués, ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils n'aiment pas du tout. Julie Desbenoît, quel axe de progrès pour l'orientation à l'école en ce moment ? Moi, je pense que c'est créer du lien en fait entre le lycée, les études supérieures, également la vie en l'entreprise, parce que il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est que moi, dans ma classe de terminale, j'avais une professeure principale qui a eu peut-être 10 ans de terminale et aucun lien entre toutes ces classes, entre toutes ces personnes qui ont déjà expérimenté l'orientation. Du coup, juste créer du lien entre toutes ces strates, un peu le lycée, les études supérieures et le monde de l'entreprise, ce serait déjà bien. Comment on fait progresser l'orientation à l'école, Perrine Corvézier ? Eh bien, il y a plein d'idées, mais il y en a une qui m'est venue en vous écoutant. Je me suis dit, tiens, le co-développement, c'est-à-dire, est-ce que les élèves entre eux ne pourraient pas s'entraider pour mieux se connaître ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à creuser de ce côté-là ? Finalement, ils passent leur journée ensemble, ils sont en groupe, en petits groupes, et ils se connaissent très bien parce qu'ils se voient sur les réseaux sociaux aussi, en plus de se voir en classe. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, mais il y a plein d'autres choses à faire. Samantha, le co-développement, c'est une piste à creuser ? Bien sûr, oui, le co-développement. Alors déjà, effectivement, rien que les professeurs entre eux, ce serait bien. Pour commencer, d'accord. Voilà, de justement faire travailler on en connaît quelques-uns, on va leur faire passer le message, pas de souci. Non, et surtout, je pense les parents aussi, parce que là, les podcasts, c'est très bien. Je pense pour, effectivement, les parents écoutent beaucoup les podcasts, les étudiants. Je pense qu'au niveau collège, lycée, c'est encore difficile. Ils aiment beaucoup l'image. Donc, bien sûr, les parents sont partie prenante et ça serait intéressant de faire un podcast sur le fait comment j'apprends mon jeune à se questionner aussi sur lui-même, quelles questions, à chaque fois, se poser quand je dois faire un choix. Bon, en tout cas, moi, j'attends. Je crois qu'on a fait naître quelques solutions, quelques idées. J'attends le podcast et la vidéo YouTube avec Yoko Trigalo, avec Perrine Corvézier et avec Julie Desbenoît. Un grand merci à toutes les trois d'avoir été avec nous encore une fois. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Il ne faudra pas hésiter à revenir. Et même en plateau comme Yoko pour parler de l'orientation, parce que je sens qu'on a encore pas mal de choses à se dire et que bien sûr vos médias vont évoluer et qu'on aura avec plaisir l'occasion d'en reparler dans School TV Le Mag. Un grand merci à vous Samantha, Irina, à très vite, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag sur School TV.